Bienvenue à toutes et tous dans cette table ronde sur le leadership au féminin. Je me présente très très rapidement parce que c'est pas du tout le sujet du jour. Donc je suis Tim Levert, le créateur d'un podcast sur le futur du travail qui s'appelle Lundi au soleil, dans lequel je fais intervenir des femmes, des hommes sur leurs aventures entrepreneuriales et comment ils réinventent le travail d'aujourd'hui, comment ils appréhendent les mutations qu'on vit et qu'on va vivre dans les mois à venir. Aujourd'hui, on va parler de leadership au féminin et de femmes leaders. Je voulais juste apporter un point de clarification là-dessus. Le titre dit leadership au féminin, mais pour moi, je voulais aussi parler de femmes leaders. Pour moi, dans leadership au féminin, on parle de style de leadership, et c'est le cas, je pense, de nos trois invités aujourd'hui. Mais j'ai envie aussi de parler de femmes leaders, des femmes qui sont dans des positions de leadership, et c'est le cas aussi de nos trois invités, voilà, et qui ont une volonté, une ambition de transformer les environnements professionnels, mais aussi les environnements sociétaux. Voilà, vous me direz si je suis à côté de la plaque ou pas. Et donc, on a le privilège, comme le disait Elmira, de recevoir trois personnalités assez hors du commun, avec un parcours assez singulier, avec des réalisations assez exceptionnelles. J'arrête de vous passer de la pommade, hein, bien évidemment, mais je le pense vraiment et sincèrement. Donc on a trois invités. La première, donc Mercedes Herra, qui est présidente de BETC Group, qui est une figure emblématique du monde de la publicité et de la communication. Tu es engagé également, alors je fais pas tout le CV parce que voilà, je le dis avec un clin d'œil, on en aurait pour un quart d'heure, mais tu es engagé dans de nombreuses causes en faveur notamment des femmes et des droits humains, parmi lesquels Women's Forum for the Economy and Society, Human Rights Watch, le Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi le Musée national de l'histoire de l'immigration. Mercedes, bienvenue, ravi que tu sois parmi nous. Comment vas-tu ? Je vais bien. Aussi bien qu'on peut aller dans un contexte formidable. On a également Malena Gufflet, directrice générale de Pluxee France et de Glady, qui a intégré, pour la petite histoire, son premier comité de direction à seulement 35 ans. Je te coupe peut-être une anecdote que tu allais raconter. Salut Malena, comment vas-tu ? Salut Tim, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous chez Pluxee France. Et je vais aussi bien que Mercedes. Et Marie-Sophie Noki-Clavry, directrice générale du MEDEF Paris, avec à la fois un background politique, mais aussi entrepreneur. Et donc voilà, comment vas-tu ? Alors, comme nous tous et nous toutes, mais en tout cas, moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, parce que ça me fait du bien d'être là et de parler du leadership au féminin. Pour moi, c'est très important, encore plus dans le contexte qu'on vit. Nos discussions aujourd'hui vont se structurer autour de plusieurs thématiques. La représentation des femmes, à la fois dans les CODIR, avant toute chose, et les COMEX, mais aussi dans le milieu du numérique, de la tech. C'est un sujet qui nous concerne aussi particulièrement, et notamment Malena. Mais aussi le rôle des hommes dans la promotion du leadership des femmes, qui est effectivement un sujet connexe. On va parler également d'équité, d'inclusion, mais aussi des politiques et des pratiques favorables au leadership au féminin. Et puis évidemment, on abordera un sujet qui m'est cher, mais je pense sur lequel nos invités auront beaucoup à dire, qui est l'équilibre travail, vie professionnelle, vie personnelle. Donc c'est la promesse d'une discussion assez riche et stimulante sur des enjeux, les défis et les opportunités du leadership au féminin. On est assez impatient d'entendre vos réflexions, pour tout vous dire. Moi, je le dis sincèrement, je suis tout excité d'avoir ces trois personnalités qui viennent intervenir. Et j'ai hâte d'entendre vos expériences, parce qu'on n'est pas là pour partager aussi des points de vue, mais c'est des expériences passées, des expériences actuelles, mais aussi des visions que vous avez sur la suite, qui peuvent être verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. On sait qu'effectivement, on traverse une période un peu délicate, mais donc merci à vous déjà d'être présente aujourd'hui, et merci à vous aussi dans l'audience. On va maintenant commencer avec notre première thématique, sans plus attendre, qui est le sujet des femmes dans les CODIR. Je commence par un petit chiffre. Aujourd'hui, on a un peu moins de 40% des comités exécutifs, qu'on appelle les COMEX, ou des comités de direction des entreprises du CAC 40 qui ont atteint ou dépassé le premier seuil de la loi Rixin, qui impose un taux de mixité minimum de 30% en 2026. Alors, attention, le CAC 40, c'est très particulier, ils suivent des réglementations assez strictes. Au-delà du CAC 40, moi j'ai envie de vous demander comment on peut faciliter l'accès aux CODIR, aux femmes. Quels sont les leviers concrets qui permettent d'accélérer ce mouvement de fond ? Malena ? Alors déjà, tu en as parlé, il y a un premier levier qui est très important, grâce à Marie-Pierre Rixin, qui est cette fameuse loi des quotas, mais elle ne suffit pas, et c'est notre responsabilité à tous de justement ne pas tomber
sous le coup de cette loi. Il y a la culture d'entreprise, celle de donner à la femme sa place dans l'entreprise et de pouvoir permettre et faciliter la collaboration et l'équité des hommes et des femmes dans toutes les entreprises. Et il y a de pouvoir avoir des femmes dirigeantes à la tête des COMEX, des CODIR, mais pas que, pardon. J'élargis un petit peu le sujet aux responsabilités pour montrer l'exemple, pour partager avec d'autres femmes, pour infuser cette culture. Et puis, il y a aussi la possibilité de proposer le mentorat ou encore le coaching pour du leadership et aussi pour que les femmes, grâce à ce coaching, puissent trouver leur place et accéder à des postes à responsabilité ou des CODIR, voire des COMEX, même du CAC 40. C'est possible. Tu le disais, j'ai intégré mon premier CODIR à 35 ans. J'en ai 43 aujourd'hui. Je suis mère de famille. Je vous parlerai peut-être de ça un peu plus tard, mais parce que y a des femmes aussi, qui ont aussi des passions, il n'y a pas que les mères de famille dans le leadership au féminin. Je pense que c'est bien de se le dire. Ça élargit un peu le sujet. Avant d'arriver à ce premier CODIR, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes, d'avoir des modèles féminins et aussi de rencontrer des femmes qui m'ont accompagnée à prendre une place dans un CODIR. Et avec différents outils. Premièrement, le mentorat. J'ai été, dans mon deuxième poste, j'ai eu la chance d'avoir une femme dirigeante qui m'a accompagnée, qui a su détecter l'envie chez moi de vouloir accéder à des postes de responsabilité et de développer des compétences. J'avais des compétences spécifiques en termes de savoir-faire, d'ailleurs peut-être même plus qu'elle, mais je n'avais pas forcément ces compétences en termes de savoir-être, parce que diriger une entreprise ou avoir des responsabilités, manager des personnes, ça s'apprend, de savoir comment on fait, comment on accompagne, quelles sont les compétences à développer au-delà du savoir-être. Et puis aussi, ça nécessite certains coachings. Merci Malena pour ce partage d'expérience. Je me tourne vers Mercedes du coup. Malena parlait effectivement de l'aspect un peu législatif où effectivement il y a les quotas, il y a aussi l'aspect culturel d'entreprise. Pour moi c'est quelque chose qui doit être ancré dans l'ADN aussi de la boîte. On a parlé de mentorat aussi. Pour toi, quels sont les accélérateurs, les facilitateurs justement de ces accès à postes, je dirais, à responsabilité ou dans les COMEX, dans les CODIR? Moi, je suis assez simple. Je pense que c'est compliqué. Si on réfléchit un tout petit peu pour l'histoire des femmes, l'histoire de la liberté des femmes, enfin du travail reconnu, puisqu'on a toujours bossé comme des dingues. Enfin, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles bossaient, sauf on n'appelait pas ça travail. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient, les pauvres. Mais globalement, c'est tellement récent que c'est difficile de demander aux gens et aux entreprises, comme ça, de faire comme aux femmes, de dire il n'y a qu'à, écoute, vas-y, oublie tous tes stéréotypes parce qu'elles en sont bourrées dans la tête. Et c'est normal, moi aussi. Hein, mais c'est normal, puisqu'on a toute une histoire derrière. Puis il y a d'ailleurs des façons de faire des femmes qui sont assez formidables, qui ne conviennent pas aux hommes, mais qui sont quand même assez formidables, on pourra en parler. Mais en tout cas, c'est trop compliqué pour que ce ne soit pas une direction qui soit donnée par le politique. Moi, quand j'ai commencé le Women's Forum, je me souviens très bien, je faisais peur aux autres femmes. Peur. Alors je disais, mais pourquoi je leur fais peur? Parce que je parlais des quotas. Et alors, les quotas, c'était pas possible et tout. Moi, je me disais, mais c'est stupide quand même. On est dans un monde qui était totalement inégal. Si on le veut égal, il faut bouger quand même. Il faut donner des règles, il faut aider. Mais les filles, elles avaient... D'abord, les femmes qui m'entouraient à l'époque, c'était des dames qui avaient complètement tout sacrifié. Donc, elles voulaient que tout le monde sacrifie tout. Comme ça, c'était à vie, on allait se sacrifier. Et c'était aussi, elles ne voulaient pas être qualifiées de femmes quotas. Moi, je dis juste un truc, c'est qu'avant, il y avait des quotas pour les hommes à 100%. Donc, il ne faut pas s'angoisser dans la vie, quoi. Quand on veut changer les choses, il faut les vouloir. Conseil d'administration, ça a commencé comme ça, les quotas, en France. Maintenant, les filles, au fur et à mesure, elles ont changé d'avis. Elles ont des phrases du type bon, on n'aime pas ça, mais bon, c'est un passage obligé. Alors que moi, je dis j'aime bien ça, et je m'en fous d'être une femme quota. Et après, je pense que quand on regarde l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Conseil d'administration. Avant les quotas, nous n'étions pas dans les conseils d'administration. Comment ils faisaient pour nous ignorer comme ça, hein? Moi, j'étais connue à l'époque, je n'avais pas de conseil.
Anne-Marie Hydrac, elle n'était pas totalement inconnue, pas de conseil. Je me souviens d'un libé qui avait titré « Toutes les femmes qui ne sont pas dans des conseils d'administration ». Globalement, personne ne pensait jamais à nous. Maintenant, les entreprises, c'est très drôle, elles sont très contentes de leurs chiffres. Elles disent « Oh, on est fort parce qu'on a atteint 40%. » Ben, évidemment, mon gars, t'es obligé. Non, évidemment, tu les as atteints, c'est bien, bravo. Voilà. Et donc, je pense qu'on a commencé par là. Après, on s'est aperçu, parce que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans un conseil d'administration qu'on a le pouvoir. Hein, il y a celles qui sont angoissées de parler, il y a celles qui croient qu'il faut tout lire avant d'arriver le jour de la presse. Donc, elles arrivent, elles sont crevées pendant que les mecs n'ont rien lu. Il faut apprendre. C'est quand même inimaginable. Les femmes qui rentrent dans des conseils d'administration suivent des cours. Les mecs, jamais. Ils sont ça intuitivement, ça leur tombe par la tête. Les filles, elles bossent. Parce qu'une fille, ça doit toujours bosser. Et donc, c'est quand même des choses qui sont extrêmement... et ça règle pas tout, parce que quand vous êtes au conseil, encore faut-il que vous soyez à la bonne commission, qu'ils n'aient pas tout réglé avant de rentrer dans la pièce. Hein, parce que moi, ça m'est arrivé. Je me disais, tiens, mais c'est drôle, ils ont l'air de s'être beaucoup parlé. Voilà, donc, compliqué. Ensuite, on a pensé que ça ruissellerait. Ça n'a pas ruisselé, parce que quand vous dites, par exemple, dans un conseil d'administration, vous commencez à prendre oui, mais est-ce qu'il y a pas la parité, le point de vue des femmes? Déjà, on vous regarde comme ça en disant elle sait parler que de ça, ça va, quoi. Bon, donc, globalement, ça n'a pas ruisselé. Donc, aujourd'hui, quand Marie-Pierre Rixain se bat, s'est battue, ses feuilles s'en vont, s'est battue pour obtenir quand même qu'il y ait... C'était compliqué, les comités... Pourquoi? Parce que le vrai pouvoir, il est là. C'est compliqué pour ça. Les comités de direction, c'est le vrai pouvoir. Donc, globalement, pourquoi elle s'est battue pour qu'il y ait un vivier à 30%? Parce que les chiffres, là, que tu donnes, ce n'est pas les femmes qui sont dans les comités de direction. C'est que ils approchent un vivier. Oh, c'est gentil, ils ont trouvé un vivier. On existe. Donc, ces comités de direction, ils sont quand même... pas très nombreux. Et après, comité de direction, ça dépend de la fonction. Hein, vous êtes, en général, DIRCOM. Alors moi, c'est pas moi qui veux dire que la com, c'est pas important. Hein. Sauf que vous ne devenez pas président sur la base d'un DIRCOM. Ou vous êtes DRH, parce qu'il faut bien s'occuper des humains. Avoir un peu de cœur. D'ailleurs, la fonction RH est très féminine en France. Bien sûr. Les chiffres sont un peu poisseux sur le sujet, mais je crois qu'on est de l'ordre de 80%. Oui, alors mais pourtant, c'est une fonction extrêmement, plus que jamais, pilote dans l'entreprise. Et il y a finalement assez peu de DRH au COMEX aussi. Jusqu'à un certain point. Pilote jusqu'à un certain point. Les chiffres sont donnés aux garçons, etc. Donc, il faut être simple, on est loin. On est loin et en plus, il y a des risques. Il y a des risques aujourd'hui, mais il y a des risques partout dans le monde, parce que quand on voit comment ça se retourne facilement, donc on est à des kilomètres. Donc ça, c'est la partie dure de la chose, c'est ce qui peut accélérer le plus. Parce que quand on force les entreprises, moi on me dit pourquoi tu es arrivé dans ton entreprise? Parce que j'ai décidé. C'est hyper simple. On dit qu'on va mettre des filles et des garçons, et puis on met des filles et des garçons. Maintenant, j'ai des quotas en faveur des garçons, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer, les pauvres. Donc, je les avantage un peu, parce que ça m'intéresse qu'il y ait des filles et des garçons. Donc, je pense après qu'il ne faut pas compter sur la pure entreprise. C'est ça la politique, c'est ça la vision. Moi, je crois à la politique. Malheureusement, c'est dur, mais je crois quand même que ça donne une vision. Et après, il y a l'enjeu, c'est pas parce que j'ai décidé que tout d'un coup, les filles n'ont pas plein d'enjeux. Ça, on en parlera après. Les enjeux, c'est... elles font tout. Elles sont crevées. Hein. Chez moi, à l'agence, j'ai 10 points de stress de plus chez les femmes que chez les hommes. Vous croyez que c'est l'agence qui les stresse? Pas du tout. Non, ça se passe globalement ailleurs. Charge mentale et puis ça ce que dire... j'appelle le travail non rémunéré, qui est un travail quand même en dehors de... Une femme travaille beaucoup plus qu'un homme aujourd'hui. C'est vrai. En fait, c'est cool d'arriver chez soi et tout le monde vous prend pour un héros. Moi, quand j'arrivais chez moi, ils ne me prenaient pas pour une héroïne. Ça m'embête quand même. La deuxième journée commençait, quoi. Et puis les filles, on ne sait pas... on n'a pas appris ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un passé, quoi. On n'a pas appris... Quand tu fais des enfants, on se dit, faut s'en occuper, un truc bizarre. C'est comme ça.
Voilà, donc je pense qu'il va falloir faire bouger beaucoup de choses avant de se dire qu'on est arrivé à un truc formidable qui est l'égalité et qui devrait faire du bien aux hommes et aux femmes. Et je rebondis du coup sur une discussion que j'avais avec Marie-Sophie avant de commencer, et tu m'évoquais un fait, un point intéressant. Tu me disais, plus l'entreprise est grande, moins il y a de femmes dirigeantes. Et en fait, au-delà de l'aspect COMEX, CODIR, effectivement, il y avait quelque chose que j'ai occulté, première erreur, il y en aura d'autres, mais c'est justement des femmes qui dirigent des entreprises, finalement, quand tu es en TPE, il y en a quelques-unes, je sais plus, tu avais des chiffres, et puis plus tu montes, plus finalement c'est assez rare. Comment t'expliques ça, et est-ce que tu as quelques infos sur ce sujet-là ? Oui, effectivement, quand on regarde les chiffres, ils sont intéressants. Nous, les femmes, on va dire comme ça, il y a des hommes dans la salle, mais nous, les femmes, en fait... On le remercie d'être là. Oui, merci. Et de s'intéresser à ce sujet. En fait, on représente à peu près 50% de l'humanité de la France, je crois 48 d'ailleurs, 48%. Et en fait, on se rend compte que dans les TPE, donc les toutes petites entreprises, vous avez 40% des dirigeants qui sont des femmes. Donc là, on se dit, bon, on atteint pas mal, c'est pas mal. Mais après, plus vous montez, vous avez PME et ETI, là, il n'y a plus que 12%. Et alors là, et les grands groupes, on sait, c'est 6 ou 8%, ça dépend si on parle de direction ou de présidence du conseil d'administration. Donc là, je pense que ces chiffres sont assez éloquents pour montrer que effectivement, il y a peut-être un sujet multifactoriel. Ça serait simple qu'il n'y en ait qu'un et puis on appuie sur un bouton et puis tout change. Malheureusement, non. Il y a plein de raisons qui font qu'on en arrive là. Notre histoire. Mercedes en a beaucoup parlé, Malena aussi, se comporte tout en nous. Voilà. Alors heureusement, il y a des femmes qui osent, Mercedes en est un exemple, Malena aussi, mais finalement, on a peut-être quelque chose en nous, une éducation, une histoire qui nous a précédés depuis des siècles, qui fait qu'on ose moins. On a aussi peut-être ce sentiment de vouloir préserver quelque chose. Voilà, on parlait de femmes qui réussissaient avant, qui étaient un peu les femmes qui réussissaient, elles avaient tout sacrifié. Tout lâcher pour leur carrière. Mais naturellement, une femme va peut-être se dire, j'ai envie de concilier, d'ailleurs il y a des études qui le prouvent, j'ai envie de concilier cette vie personnelle et professionnelle. Et là, j'ai peut-être aussi une petite anecdote, alors c'est pas forcément dirigeante, mais vous savez, nous, au MEDEF, on va désigner des représentants du monde de l'entreprise dans beaucoup d'instances, alors au Conseil des prud'hommes, à l'URSSAF, dans beaucoup d'instances, au tribunal de commerce. Et nous, on a des quotas qui nous sont imposés au MEDEF, 50% de femmes au prud'homme, 50% de femmes à la chambre de commerce. Alors quand ça nous est arrivé, on dit oh là là, comment on va y aller ? On a genre 20% de femmes, ça va être terrible, surtout qu'on a quand même moins de femmes chefs d'entreprise en France que d'hommes. Et je me suis rendu compte d'abord que cette obligation que j'avais de pouvoir, quand j'étais la mandataire de liste, donc je devais désigner au nom du MEDEF, j'étais obligée d'aller les chercher, ces femmes. J'étais obligée de vraiment me dépasser, prendre les listes, téléphoner aux gens pour les convaincre. Et je me rendais compte que c'était très difficile. J'ai appelé un homme et je lui disais, voilà, on peut te proposer de représenter le MEDEF dans n'importe quelle instance. Le type dit, ah ouais, c'est super. Il voyait tout de suite l'intérêt que ça avait pour lui. Et les femmes, c'était, ah oui, mais il faut que je regarde parce que quand même j'ai beaucoup de boulot et puis j'ai ma famille. Enfin voilà, on voyait tout de suite. Et surtout, est-ce que je vais être à la hauteur ? Je ne vais pas vous dire qu'aucun homme, et pourtant, vous voyez, ça fait quelques années que je travaille au MEDEF, je crois que j'ai aucun homme qui m'a répondu, est-ce que je serai à la hauteur quand tu l'as proposé un mandat ? Les femmes, que ce soit d'ailleurs dans un conseil d'administration du MEDEF, aux représentants, il y a toutes ces questions qui viennent, alors je ne dis pas 100% des cas, mais je vais vous dire franchement, 9 femmes sur 10 me disent ça, et me demandent presque de les réassurer sur leur capacité à endosser ce rôle, en plus là, de représentation au nom d'une institution, d'une organisation. Donc voilà, c'est vraiment pour moi multifactoriel et on le sait, c'est très difficile parce que les grandes entreprises sont des lieux de pouvoir, Mercedes. Non. Et donc, il y a aussi la relation de la femme au pouvoir. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour accéder à ce pouvoir ? Je ne sais pas si on parle maintenant des quotas ou pas, parce que j'ai vraiment quelque chose que je voudrais raconter sur ça. Moi, je suis une libérale. Pas par hasard que je travaille au MEDEF, que j'ai aussi dirigé une entreprise, mais je suis vraie libérale. Et quand Laurence Parisot est arrivée, qui est vraiment une figure très importante, à la fois, je pense d'ailleurs, pour nous, pour les entreprises, mais aussi pour les femmes. Je pense, en fait, Laurence Parisot, elle était en faveur des quotas. Et moi, peut-être qu'à l'époque, j'étais jeune, et ça, je me disais, mais je ne comprends pas, on est libéral, et en même temps, on est pour les quotas. Et en fait, d'abord, quand on est libéral, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de règles. En fait, on veut les bonnes règles. D'accord ? C'est ça, être libéral, c'est pas sans règles. Et là, en fait, c'est une bonne règle, en fait. J'en suis venue à dire ça. Peut-être qu'il y a 15 ans, je ne vous aurais pas dit ça comme ça.
je suis maintenant pour les quotas en cette matière. Et ça ne fait pas tout, mais déjà c'est quelque chose. Parce qu'on peut mesurer, on peut suivre, on peut regarder. Et je vous dis encore une fois, c'est une libérale qui vous dit que le quota est bon. Mais après, donc il y a ça, et ça je dirais que c'est le cadre. Mais à l'intérieur du cadre, on évolue tous et toutes dans ce cadre. Et c'est à nous vraiment, je pense, alors, dans des initiatives personnelles, dans ce qu'on peut faire dans les entreprises, portées, je pense, aussi par des hommes. Aussi, hein, il ne faut pas que ce soit... Les femmes doivent prendre le pouvoir, mais aussi, il faut que les hommes aussi, je crois qu'on en parlera un peu plus tard, aussi le partagent. Et donc, c'est un peu ça qui fera peut-être les clés de l'avenir, je l'espère. Mais il y a beaucoup de combats encore. Oui, je te remercie de revenir sur cet aspect des quotas. Je pense qu'effectivement, mon point de vue, qui est peut-être pas le bon, mais c'était que c'était un bon accélérateur facilitateur. Il doit être complémentaire. Effectivement, on parlait d'aspect culturel, on parlait d'aspect mentorat. Tout cela est assez important. Et du coup, je rebondis sur ta remarque et je reviens sur sur un questionnement qui est la place que laissent les hommes pour les femmes ou qui devraient laisser. Et j'ai envie de vous parler un peu d'espace au sens large, entre guillemets. C'est de l'espace physique. Je ne vais pas revenir sur les concepts de manspreading ou manterrupting. Je ne sais pas si vous avez connu ça, avec les hommes qui prennent la place, les jambes écartées ou qui coupent tout le temps, les femmes qui sont en train de parler. Moi, je dis ça, j'ai connu beaucoup dans les agences, des réunions où des femmes se faisaient régulièrement couper. C'était très crispant, pour moi, de voir ça. Je trouvais ça... Il suffit d'avoir une émission de télé. Oui, exactement, je trouve ça assez terrible. D'aller dans une agence. Mais c'est finalement assez courant et on s'en rend pas trop compte. Mais l'espace de parole, l'espace d'expression aussi. Bref, faire de la place, c'est pas un vain mot finalement. Et ça commence bien sûr par la prise de conscience sur ces phénomènes et qui sont quand même assez intériorisés et finalement un peu culturels. Et donc c'est de se dire comment aujourd'hui, je dirais les hommes, c'est ce que tu évoquais un peu, peuvent jouer ce rôle, je dirais, de promotion, de progression de la femme dans des environnements professionnels. Comment eux aussi peuvent être, je dirais au même titre que les quotas l'ont été à un moment donné, des accélérateurs. Moi, ça me gêne, je te sens invitatif sur le sujet. Moi, je pense que j'aime beaucoup les hommes. Hein. J'ai 5 garçons. Je ne vais pas me mettre à ne pas aimer les hommes. Mais je pense ils n'ont pas les épaules pour, c'est ça. Je pense pas qu'il faut parler aux filles comme ça, quoi. Okay. Ça suffit, quoi. Je pense que si elles veulent bouger, c'est elles. Les garçons, c'est bien sûr, on est super. Il y a des garçons très intelligents qui pensent que le monde doit bouger et on les remercie de penser ça. Mais il y a toujours... tu peux même pas imaginer le nombre de fois où j'ai rencontré la culpabilité des filles de ne pas parler des garçons. Alors, le Women's Forum, je te donne un exemple ridicule. On nous dit, on commence à essayer de monter ce truc. Pourquoi ? Parce qu'il fallait une parole des femmes. Et une parole des femmes, pas une parole des hommes, une parole des femmes. Et pour entendre la parole des femmes, il faut un peu que tu enlèves les hommes. Sinon, tu n'entends pas. D'autant plus qu'elles n'osent pas raconter. Hein, parce qu'elles ont quand même des choses, comme elles ont leur histoire, comme elles ont des choses qu'elles ressentent fortement. Donc, on fait le Women's Forum. Et je suis censée faire un logo et trouver le nom exact et tout. Et je reviens avec Women's Forum for Economy and Society, tout ce qu'on veut, et avec un logo. Et tout d'un coup, les filles qui faisaient le Women's Forum me disent « Mais pourquoi il y a femme dans le nom ?» Et là, je me dis, j'hésitais entre chien, chat, truc. Qu'est-ce que vous voulez ? Je croyais que c'était un truc sur les femmes, quoi. Par rapport à Davos, c'est le point de vue des femmes sur la société. On le ferme pas aux hommes. Mais quand ils viennent, ils savent qu'ils viennent à un lieu où il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Comme nous, quand on va à Davos, on sait qu'il y a un lieu où il y a beaucoup de mecs. C'est pas grave. Donc, ça m'a... Et en fait, c'est une espèce de gêne permanente. Si tu remarques, quand les femmes ont réussi... Mais je remercie, je trouve monsieur qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Non mais ça va quoi, jamais un garçon fait ça, il est plus normal. Donc je pense merci à maman quand même parfois. Qui a beaucoup cru en moi. Mais donc il y a quand même un enjeu très important. Moi je pense franchement qu'il n'y a que les femmes. D'abord je pense que c'est plus grave que ça, la situation des femmes. Que c'est... Là, on parle, on est gentil et tout. Quand on voit
les femmes qui meurent, quand on voit les femmes qui se font taper, quand on voit 9 femmes sur 10 qui ont été soumises à du harcèlement, etc., le monde ne bouge pas bien. Quand on voit que la moitié des jeunes dit que la violence sur les femmes, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ça leur fait un peu de bien. Donc, quand on a des chiffres comme ça, on se dit qu'il y a un enjeu. Et pour bouger sur cet enjeu, la personne la plus importante, c'est elle. Et c'est elle qui doit faire le chemin. Donc, il faut qu'on arme les filles pour qu'elles fassent leur chemin. Ça ne veut pas dire être agressif sur les mecs. Ça veut dire faire son chemin. Et donc, moi, j'attends pas qu'un homme me donne une place, etc. Je pense qu'elles prennent plus facilement leur place et après, on parle de l'État comme si ça pouvait servir qu'à des quotas. Moi, je suis désolée. L'éducation ne fait pas son job. Il y a des familles, et il y a l'école publique, normalement, quand elle était bien, l'école publique ou l'école privée, il y a des règles. On a parlé d'apprendre l'égalité aux enfants, ça serait intéressant. C'est pas dans les familles. Les familles, par exemple, quand elles traitent une petite fille différemment d'un garçon, elles ne pensent pas faire mal. C'est un truc qu'elles ont hérité. Une fille, c'est pas fait pour les maths et tout ça, elles ont hérité. Ou c'est pas grave si tu gagnes moins d'argent, toi, puisque t'es une maman quand même. Ah bon? Et donc, il faut que je gagne moins d'argent? Voilà. Donc, tout ça, c'est compliqué de bouger des familles. Il n'y a que la pub, d'ailleurs, qui peut servir. Donc, moi, si j'étais présidente, ce serait peut-être une bonne idée, parce que je vous aurais mis dans un moins mauvais état. Il y a peut-être une élection bientôt. Je pense que de se dire, c'est quoi les entraves? Quand on fait une cause nationale des femmes, on travaille les entraves. C'est quoi les entraves? Les entraves, c'est par exemple, pourquoi les petites filles, elles font que des petits sports? Pourquoi est-ce que dans la cour de récré, on les laisse dans les petits coins? Pourquoi est-ce qu'elles n'osent pas? Elles croient qu'elles sont mauvaises en maths. Il faut leur cacher qu'elles font des maths pour qu'elles soient bonnes en maths. Non mais on est chez les fous. Donc tout ça, on peut très bien, par des tas de décisions, arranger les choses. Si vous racontez à une petite fille que c'est merveilleux, les sciences des mathématiques, parce qu'elles amènent à être des sciences de la vie, qu'elles arrangent des tas de choses, vous changez la donne, vous changez leur implication. Donc je pense que notre enjeu numéro 1, c'est que les filles aillent bien, et ça c'est très important. Le deuxième enjeu, parce qu'on peut se battre, on peut continuer à se battre sur ces choses-là, c'est un des plus gros problèmes que j'ai dans l'entreprise, c'est qu'elles bossent trop chez elles. Mais c'est génial, les filles, elles ont raison. Elles ne vont pas faire des enfants pour les laisser les abandonner. Mais les garçons, pourquoi ils ne font pas la moitié? Pourquoi c'est à moi qu'on demandait toujours « Comment vous vous en sortez ?» Et vous ne lui demandez rien, lui, là, il s'en sort comment, lui? Pourquoi vous n'allez pas vous arrêter? Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? On a fait avec Sista un truc assez rigolo. On a interrogé Sista, les pardon, pour l'auditoire qui est un cercle... C'est une association qui se bat pour que les fonds donnés aux femmes soient mieux que 2%. C'est mieux que si ça montait à 3, on serait hyper contents. Voilà. Et donc, on avait eu une idée qui est d'interviewer les grands patrons en posant toutes les questions stupides qu'on m'a posées dans la vie. Donc, j'ai fait la liste. Hein. Et alors, c'était à mourir de rire. Il faut que vous alliez regarder ça. Hein, parce que même la routine beauté et tout, ou qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre routine beauté le matin? Et le pauvre mec qui dit, je me lave, hein, je me lave. Et là, vous êtes contente que le patron se lave. Hein, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même des choses comme ça qu'il faut bouger. Donc, par exemple, les enfants, le congé paternité, on rame, on monte un tout petit peu parce qu'on se bat comme des dingues pour qu'ils aient un peu plus de temps, mais il faut leur donner beaucoup plus de temps. Il faut qu'un homme s'habitue à être normal, à s'occuper de l'enfant normalement, pas à l'amener à l'école de temps en temps, à s'en occuper comme une fille s'en occupe. Donc, c'est des choses de cet ordre qui peuvent changer les choses et qui font qu'au boulot, elles n'auront pas 10 points de stress de plus que les garçons. Et ce n'est pas à cause du boulot. Mais du coup, mon réflexe là-dessus, c'est effectivement, il y a encore beaucoup de marqueurs du patriarcat, quel que soit dans la capitale, les grandes villes ou même en région. Et donc ce rôle, je dirais,
défricheuse, je sais pas si c'est le bon mot, voilà, qui fait fi un peu justement de la catégorie des hommes et de se dire en fait Pas fille des hommes quand même. non bien entendu, mais je veux dire de se dire voilà, c'est un rôle, ce rôle de défricheur et qui permet de baliser pour potentiellement, c'est même pas des générations, d'autres générations, c'est d'autres femmes en fait, tout simplement du même âge. Il est difficile ce rôle, mais il est gratifiant. Toi, tu l'as vécu comment? Et après, Malena et Marie-Sophie là-dessus, ce rôle effectivement non, mais moi, j'ai jamais dit je vais défricher ou je sais pas trop quoi. Moi, à 6 ans, j'étais en colère. Parce que je trouvais que ma maman, elle était très intelligente. Et elle était bloquée à la maison parce qu'il lui avait inventé ça. Elle était faite pour la maison comme moi pour la charcuterie. C'était terrifiant. Elle s'ennuyait à mourir. Elle me racontait tout le temps. Elle me disait, t'as de la chance, aller à la cantine, j'aimerais bien aller avec toi. Elle ne voulait pas cuisiner, ça l'emmerdait, tout ce qu'on veut. Et mon père, il partait. Alors, il est très travailleur, il est formidable, etc. Mais il partait tous les matins, joliment habillé. Ma mère me disait, mais je m'habille pour faire le ménage. Bon, on n'avait pas de femme de ménage, on n'avait pas tout ça, etc. Je trouvais que c'était injuste. Donc, à 6 ans, j'ai trouvé que c'était injuste. Donc, ça m'a donné des armes. Moi, quand je suis arrivée, au début, je ne me rendais pas compte. Au début, je suis arrivée, c'est juste les gens, les autres, qui me racontaient oui, alors, tu ne comptes pas avoir d'enfants? Ah bon? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que je travaillais beaucoup. Je dis, vous savez, c'est assez facile, hein. Je peux faire les deux, quoi, pas de problème. Ça va aller. En tout cas, les faire, ça ne me prendra pas trop de temps. Voilà. Donc, et tout était comme ça, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça... je trouvais ça injuste. Et après, je pense que quand on a beaucoup de chance... Moi, j'ai eu la chance d'être légère dans ma tête. C'est-à-dire, je voulais travailler. Je ne voulais pas dépendre. J'avais entendu mon père dire mon argent. J'avais entendu dire ma retraite. Et je grognais déjà. Je lui disais, comment ta retraite, c'est la nôtre? Mais parce que je n'avais pas envie de ça. Donc, il y a un truc qui, pour moi, est simple, l'indépendance. Ça, c'est très important. Donc, après, c'était facile. Après, il faut un peu de générosité. Vous n'allez pas être heureuse toute seule, quoi, dans votre coin. Voilà, vous avez des copines, quoi. Et je reviens sur le volet, je dirais, de l'entreprise aussi, parce que c'est aussi important. Je pense à toi, Malena, qui était, on parlait du Comex tout à l'heure quand t'es arrivée, quand t'étais plus jeune. Est-ce que enfin, comment on fait? Parce que j'imagine qu'à l'époque, c'était des Comex qui étaient presque 100% masculins. Non, je me trompe peut-être, je sais pas. J'ai beaucoup eu besoin, en fait, du soutien des hommes. Et c'est peut-être un autre prisme. Effectivement, je pense que les femmes doivent s'entraider. J'ai beaucoup besoin du soutien des hommes, même d'ailleurs récemment, puisqu'il y a 2 mois, j'ai été nommée au Comex de Pluxee. Il y avait déjà d'autres femmes, mais il y a des hommes qui m'ont soutenue. Il y a Gabrielle qui est là, qui m'a accueillie, qui m'a donné des conseils, parce que quand on est une femme, comme tu le disais, Marie-Sophie, parfois on doute, et puis il y a cette musique qui revient. Quand j'avais 35 ans, effectivement, je me suis sentie très seule, parce que je ne pensais pas à ma condition de femme, tout ce que tu décris. Je pensais à la valeur que j'allais apporter à l'entreprise. Et j'ai en plus intégré un comité de direction en changeant d'entreprise. Donc c'est une petite nuance en plus. Et en me disant, non pas tu es une femme qui va rentrer dans un comité de direction à 35 ans, mais plus en me disant, tu es une femme qui va apporter à cette entreprise. Et si j'ai fait ce mouvement, c'est justement pour voir l'impact que je pouvais avoir en tant que membre du COMEX, en tant que directrice commerciale, plus précisément, CODIR, comité de direction, COMEX, CODIR, dans cette entreprise. Et je suis arrivée le premier jour, donc quand on commence un premier jour, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ça, on est toujours un peu plus stressé. Donc je rencontre mes équipes, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, je me présente, je rencontre un peu tout le monde. Et puis mon président me dit, on a organisé un CODIR exceptionnel, comme ça tu vas pouvoir te présenter. Ah super, et tout. J'arrive dans la grande salle du conseil, je pousse la porte. Et là, donc j'avais donc 35 ans, et là je ne vois que des hommes de plus de 50 ans. Waouh. Et alors donc d'un coup c'est monté d'un cran. Voilà, je suis pas du tout, je suis téméraire. Donc, en moi j'étais un peu stressée, mais ça rajoute un cran. Et en fait on a rigolé.
C'était tellement... personne n'avait trop réfléchi à cette situation. On a rigolé. Je me suis présentée et tout. Puis on a vraiment encore plus rigolé en se présentant, en racontant nos parcours. On était super différents. Et ça a été une des expériences les plus belles de ma vie professionnelle parce que, en fait, cette complémentarité, on s'est apporté des trucs incroyables. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont apporté des choses superbes et j'ai pu leur rendre des choses aussi. On se voit toujours et tout, c'est génial et c'était génial. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin d'eux et je suis heureuse d'être tombée sur eux aussi. Et chouette partage d'expérience, merci. Je repars sur toi, Marie-Sophie. Toujours une discussion qu'on avait avant de commencer, finalement. Tu vois, j'avais pas besoin de bosser les questions avant. C'était juste la discussion qu'on avait qui était intéressante. Où tu me disais, en fait, en local, toi, tu as pris la présidence du MEDEF Paris, mais même en local, il y a pas mal de femmes qui sont à la tête d'un certain nombre de cellules. C'est quelque chose qu'on voyait pas trop avant. Qu'est-ce qui a amené ça et quels sont les enjeux, du coup, que vous avez envie d'adresser par ce biais-là? Alors, je vais répondre à ta question, mais de façon plus globale. Mercedes a raison. En fait, c'est bien sûr aux femmes de se positionner. Voilà, on ne doit pas attendre. Et moi, j'espère, quand j'ai été nommée dans différents postes, c'était par des hommes à chaque fois. J'espère que ce n'était pas parce que j'étais une femme ou ils ne savaient pas, ils s'en fichent. C'est parce qu'ils pensaient que j'étais la meilleure personne au meilleur moment. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai jamais pensé que c'était parce que j'étais une femme qu'on m'avait mis à ce poste-là. Donc ça, je pense que c'est important que ça soit vraiment la femme, en fait, qui est je t'interromps, mais pardon, mais c'est terrible ce que tu dis, parce que, alors je n'ai pas ce sentiment, parce que j'ai la chance, entre guillemets, malheureusement, d'être un homme, mais jamais un homme, c'était toi qui bien disais d'être une femme. Non, mais moi, je rebondis sur ça. Jamais un homme ne s'est posé la question de se dire, mais si j'ai été nommé, c'est parce que je suis un homme. Mais moi non plus, c'est la conversation qui me fait dire que je peux vous dire que jamais je n'y ai pensé. Voilà, et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. À l'époque, je me suis jamais dit, oh là là, comment je vais faire. Par contre, je vais juste un autre témoignage, mais je vais pas quand même répondre. Quand je suis arrivée dans l'environnement MEDEF et que je suis devenue DG, c'était à une époque où il y avait plutôt des grands MEDEF, vous savez, on est des associations indépendantes, et des femmes devenaient directrices générales de ces structures. Et alors là, il y avait beaucoup, un peu les vieux qui disaient, les vieux hommes qui étaient à la tête, disaient « Ah, à partir du moment où les femmes prennent des responsabilités, ça veut dire que c'est la paupérisation en fait, de ces structures. » C'est assez violent. Hein. On parle de ça il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années. Ouais, ok, donc c'est finalement assez récent. Je sais pas si si vieux que ça. Voilà. Et donc voilà, donc en fait c'est intéressant de voir qu'effectivement quand les femmes prennent des responsabilités, on peut avoir des retours comme ça. Et peut-être aussi une autre chose, donc je venais vraiment d'être DG et j'avais 35 ans. Et je vais avec un collaborateur qui avait une cinquantaine d'années dans le bureau d'un DRH d'un très grand groupe du CAC 40. Et là, on donne tous les deux nos cartes. Et puis là, il voit Marie-Sophie DG, un tel seulement responsable de je sais pas quoi. Et là, je promets que c'est vrai. J'ai vu, il a fait ça. Il comprenait pas en fait pourquoi c'était moi en fait. Voilà. Et ça se voit. C'est une microseconde. C'est un micro. On regarde la carte comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est génial. Je vais lui montrer pourquoi c'est moi en fait. Voilà. Mais donc, je pense, pour revenir vraiment, c'est à nous. Voilà, c'est aux femmes de prendre ce pouvoir et de dépasser peut-être des choses qu'on a depuis longtemps. Alors, au MEDEF, en quelque sorte, moi, je vous ai parlé déjà de toute la politique qu'on a d'égalité des femmes et des hommes dans les représentants, mais depuis plusieurs années, depuis Laurence Parisot, mais aussi avec Geoffroy Roux de Bézieux, l'idée de mettre vraiment des femmes à la tête de notre mouvement, dans des postes importants de notre mouvement, est vraiment une politique très importante pour nous. D'ailleurs, on a rejoint un programme, et je crois qu'on est la seule organisation patronale, un programme de l'ONU, l'ONU Femmes, justement pour soutenir ces actions, donc à la fois à l'intérieur du MEDEF, mais aussi promouvoir à la fois les femmes en tant que chefs d'entreprise, mais aussi cadres dirigeantes. Et donc là, je te disais, on a un mouvement de jeunes chefs d'entreprise qui s'appelle COMEX 40, et quand je regarde un peu ces mouvements, ce sont des femmes qui sont, alors, je dirais à peu près la moitié. Alors c'est vrai qu'on regarde ça de près, mais on voit, c'est pour ça que j'entends tout ce que tu dis, Mercedes, ou ce que tu peux dire sur les femmes. J'ai l'impression, alors peut-être parce que moi j'ai des enfants qui sont un peu grands maintenant, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu différent aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est gagné, mais cette égalité, par exemple, à la maison, les enfants, on a des enfants qui ont un peu moins de 30 ans, qui vivent en couple, on voit bien qu'il y a cette idée d'égalité. Tout petit peu plus ancré. En tout cas, si je peux regarder ma génération, alors la génération de ma grand-mère... Après, moi, je te recommande de regarder les chiffres. Oui, voilà.
Alors peut-être que je vis dans un milieu très oui, et privilégié. puis moi, mon fils, il est formidable, celui qui a 35 ans. Je peux te raconter une anecdote, mais enfin, bon, dans mes 5 garçons, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Mais enfin, on va parler de celui qui est formidable. Donc, on va pour l'accouchement de Lucie. Et Lucie ne veut pas allaiter. Donc, la folle de sage-femme lui saute dessus 15 fois. Il faut que tu allaites et tout. Lucie s'occupe sans arrêt de ses enfants. Hein. Mais il faut. On a l'impression d'être au milieu de l'Afrique, qui a un problème énorme et que le gamin va mourir. Et donc, si, il faut et tout. Et puis, Pierre réfléchit. Je sens que ça l'agace. Il va la voir, il la prend entre 4 yeux. Il lui dit « Je veux allaiter ». Donc, c'est pas possible qu'elle allaite puisque je veux allaiter. Elle n'a plus rien dit. Elle s'est calmée, et puis c'est tout. Et puis chacun a fait une nuit. Voilà, c'est très bien. Maintenant, honnêtement, les chiffres ne sont pas là. Nous, on prend des chiffres. Moi, je dis toujours, il y a toujours quelqu'un pour me dire mon fils, ma fille, et moi aussi, quoi. Hein, mais quand même, les chiffres ne sont pas là. Deuxièmement, il y a une évolution sur les jeunes. Sur la violence, là, récemment, j'ai fait un film avec la haute égalité qui est monstrueux, parce qu'on s'est aperçu que la violence montait chez les jeunes, la violence à l'égard des femmes. Et du coup, on a fait un film où on voit des vieilles archives de l'INA, où il y a des crétins pour dire « Ah, ça leur fait du bien, c'est une petite tapette, ça fait du bien ». Et là, on dit « Bon, bah... » Pensez que c'est passé. Et là, on voit toutes les crétineries qu'on entend sur l'Internet et qui sont catastrophiques et qui sont d'une violence comme on n'avait jamais vu. Souvenez-vous que vos enfants voient un porno entre 10 et 12 ans et que malheureusement, par rapport au porno de mon époque, c'est moins gai. Hein, nous, c'était 68, Emmanuel et les conneries. Et là, il étrangle les nanas. Bon, il faut qu'on fasse hyper gaffe, quoi. C'est d'une violence pas possible. Donc, moi, je trouve qu'il faut qu'on parle à travers des données, des chiffres, etc. Après, il faut faire attention, quoi, parce que dans la relation avec les hommes, moi je ne dis pas du tout c'est hyper vache. C'est très fort quand un homme comprend que l'égalité peut apporter quelque chose, quand un homme croit fortement aux femmes, quand on change des choses parce qu'il y a une impulsion, c'est très bien, quoi. Mais l'enjeu numéro 1, quoi, c'est pas de compter sur eux, quoi. Voilà. Je suis complètement alignée sur. Il y a un moment donné, faut armer les filles, voilà. Si elles veulent pas, si elles veulent pas que le monde change, il changera pas. Malena, tu allais dire quelque chose. Par rapport à ce qui est dit, il y a un point qui est très important, c'est que dans l'entreprise, on maîtrise pas ce qui se passe chez les femmes en privé. Il y a un discours de convenance sur ce qu'on se disait, hein, sur ça se passe bien, mon mari peut m'aider. On n'a pas envie de dire je suis toute seule, je suis pas aidée, il n'y a pas d'égalité chez moi. Et je pense que il y a des outils dans l'entreprise qui peuvent aider les femmes, qui sont nécessaires parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe quand la porte est fermée, quel que soit d'ailleurs le rôle de la femme dans l'entreprise. Je vais donner un exemple. Nous, on est une entreprise, on est un des leaders des avantages aux salariés et on adresse un service qui vient directement, par exemple, impacter des femmes qui ont des enfants et qui ont une nounou. On a un service qui s'appelle Plexi Césu, qui est très utilisé par moi d'ailleurs, et c'est la première fois que je l'ai et honnêtement, je loupe pas une deadline où je peux commander mes Plexi Césu pour pouvoir régler la personne qui m'aide à la maison parce qu'à 16h30, je ne suis pas à la sortie de l'école. Et puis, il y a plein d'autres outils. J'étais dans une entreprise, par exemple, où les hommes avaient exactement le même congé maternité que les femmes lorsqu'ils devenaient pères. Alors ça, c'est un outil qui est très important, qui est un peu novateur. Ou encore, il y a juste tout simplement le droit de la déconnexion. C'est un basique. Je me souviens quand je suis arrivée chez Plexi un 3 juillet, évidemment, comme quand j'avais 35 ans, je me suis présentée dans cet amphithéâtre d'ailleurs à l'ensemble de mes collaborateurs. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, au fait, je voudrais juste vous dire, moi à 19h30, je suis dans la chambre de ma fille en train de lire une histoire parce qu'elle est en train d'apprendre à lire. Voilà, je pense que c'est bien que les femmes disent aussi, même à des postes de dirigeantes, soient rôle modèle et disent qu'il y a une vie personnelle, il y a une vie privée, il y a un temps pour tout. On adorerait que les hommes fassent pareil.
À 19h30. Alors, Qu'ils aillent lire l'histoire, quoi. Parce que, en fait, on a étudié que quand on donne des avantages aux femmes, on écarte l'égalité. Il faut que les avantages soient partagés entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que les congés paternité, par exemple, en Suède, sont intéressants. Parce que si un homme ne les prend pas, la femme ne peut pas les prendre. Elle peut prendre les siens, mais elle ne peut pas cumuler. Donc les mecs les prennent. Et du coup, ils s'occupent de l'enfant, etc. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est de changer... Évidemment qu'on a tous droit à la déconnexion, etc. Après, on ne devient pas super patron. Il ne faut pas raconter des légendes, quoi. Hein. Comme par hasard, les patrons ne travaillent pas de la même façon, et encore heureux, parce que sinon on les paierait moins. Hein. Donc, il ne faut pas dire aux filles non plus que l'ambition, si elles ont décidé à 4h30 d'être à la sortie de l'école, on ne va pas y arriver. Mais ça aussi, c'est une angoisse qu'on crée aux femmes. Moi, on m'a tellement embêtée sur mes enfants. Hein, c'est-à-dire, j'allais à l'école, la nouille, celle qui faisait le point là, sur... je vais vous expliquer comment il faut faire avec votre enfant, qui me dit 4h30, vous prenez le cahier de texte. Ouais, 4h30, le cahier de texte, c'est une abstraction pour moi. Donc, c'est quoi ce système où il faut, pour que les enfants français réussissent leurs études, il faut quasiment qu'il y ait une femme à la maison pour suivre les études, quoi. Ça, c'est une vision du monde très... Il y a encore quelques temps, parce que moi j'ai des souvenirs avec mon fils qui a 27 ans, à la sortie de l'école, ça s'appelait l'heure des mamans. Des mamans, mais ça s'appelle toujours l'heure des mamans. Ah bon? Ah bah bien sûr. Que... Ah mais bien sûr, moi j'en Moi, vois... moi alors, en tout cas, pas dans mon école, hein, je dis franchement. Moi, mon gamin, mon mec... il a décidé un jour de ne pas travailler, donc je trouvais ça totalement... Je suis pour l'égalité, donc je pense qu'il aurait mieux fait de travailler à l'extérieur, mais bon, il a fait ce qu'il a voulu. Je ne suis pas pour l'inversion des rôles, je pense que tout est un équilibre Un humain. équilibre, une osmose, quoi. Bah, c'est un équilibre, le travail à l'extérieur vous donne quelque chose, vous donne cette indépendance. Je ne vais pas décréter maintenant que les hommes vont retourner tous à la maison et qu'ils ne vont pas gagner d'argent. C'est pas ça. Mais globalement, il allait à l'école. C'était un succès. Mon mec, il avait un succès extraordinaire. Le papa. Non, mais on le met dans une pub. Je vends, hein. Non, mais ça va, quoi. Et ce ne sont pas des héros, loin de là, loin s'en faut. Ouais, ils vont chercher les enfants à l'école, quoi. C'est pas grave. Et je voulais revenir sur un sujet... pas plus profond, mais en fait, il y a effectivement un certain nombre de pays dans lesquels il y a une réglementation, c'est pas plus stricte, mais on va dire parfois plus créative. Il y a des quotas de genre dans les conseils d'administration en Norvège qui est assez carré. Il y a des politiques de congé parental en Suède assez évoluées aussi. Il y a des initiatives de parité salariale en Islande. Moi, la question que j'ai, elle est peut-être un peu délicate, mais c'est... je dirais, est-ce que vous avez encore suffisamment confiance justement dans la démarche du gouvernement, passé, présent, peut-être même futur, non, à être, non mais voilà, c'est un peu. Est-ce que vous vous dites, on doit être complémentaire, ou alors juste tout simplement ça va pas assez vite. Donc moi, en tant que femme leader, dans mon métier, dans mon rôle, dans ma mission, j'ai ce devoir de le faire en lieu et place de ce qui doit être fait au niveau presque étatique pour davantage accélérer, où les deux démarches se suivent et finalement on n'est pas si à la traîne que ça. Non, mais je pense qu'on ne peut pas... Ce qui est intéressant dans la politique, et surtout aux jeunes et à tous, il faut pas raconter de bobards. La politique, c'est important. Alors moi, c'est important, quelqu'un qui gère la cité, etc. C'est nos valeurs, c'est l'école. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Mon père m'a dit, dans ce pays, c'est formidable, on soigne tout le monde. Là, ils sont en train de dire que peut-être pas. Et 2, l'école publique est meilleure que l'école privée. Et ben, ça, c'est... Donc, nous faisons, avec nos votes, la France. Donc on est super responsable là, de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je vous dise Non, mais je rebondis là-dessus. La question est plus précise que ça. Pour être clair, c'est est-ce que vous avez un peu perdu la foi sur les politiques publiques et vous vous dites, bon, bah en fait, maintenant ce qu'il faut, c'est la politique de nos boîtes, de nos structures, en fait, doit le remplacer. Mais non, mais il faut être honnête. Une entreprise, il faut être honnête. Une entreprise, c'est fait essentiellement pour fabriquer de l'argent. Je fais des grands comités. Je travaille énormément sur la RSE, etc. Et l'autre jour, et j'ai fait des réunions autour de ça, au niveau de la filière, de la com et tout ce qu'on veut.
Et l'autre jour, il y avait une dame qui est intervenue dans ces réunions, qui s'appelle Marie-Christine Lombard, qui vend de la logistique. Et donc, dans sa vente de la logistique, elle m'a réécrit pour me réexpliquer ce point-là. Elle propose la RSE ou moins de RSE. Moi, je propose à mes clients de faire les tournages RSE ou pas. Quand ils préfèrent tous ou pas. C'est moins cher. Donc, le monde économique, il est mu, même si la société, l'entreprise, j'adore l'entreprise, la mienne est magnifique, tout ce que vous voulez, et elle est très... De temps en temps, je me demande si je ne suis pas dans une ONG chez BETC, mais bon, peu importe, je crois en l'entreprise. Mais chacun son rôle. Le politique est important. Et je pense qu'il faut qu'on adresse... On parle tout mal, c'est-à-dire il faut redonner foi. Bon, on a des pépins, mais on est responsable de ce qui est en train de se passer parce qu'on a voté, parce qu'on a choisi, parce que voilà... Il y a un moment, parce qu'on n'a pas élevé assez nos enfants pour qu'ils prennent la parole politique, je pense qu'on en a besoin. Après, vous avez plein d'accidents dans la vie du monde, c'est un peu le bordel en ce moment. On va lutter. On ne va pas se laisser faire. Marie-Sophie, pardon, tu allais intervenir, non je reviens sur un sujet qui avait été évoqué un petit peu plus tôt, qui est forcément un peu complexe, mais qui est la lutte contre le harcèlement et les discriminations. Je découvrais le baromètre AFMD que je vous invite à lire de 2023. 8 femmes sur 10, le sexisme ordinaire au travail est encore une réalité. Je raconte cette anecdote parce que... elle est pas du tout drôle, loin s'en faut. Je vous invite à regarder ce reportage qui est un film qui s'appelle She Said, donc sur l'histoire d'Harvey Weinstein, bien évidemment, voilà. Et je regardais, et moi j'avais les larmes aux yeux à la fin parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, moi j'ai évolué dans un milieu de pub pendant très longtemps et d'agence. Et j'avais absolument pas conscience de ce rapport de force et d'une violence extrême en fait. Hein. Et en fait, je me suis tourné vers ma femme parce qu'on regardait ensemble et je lui dis waouh. Je lui dis je m'étais pas rendu compte en fait de ce que vous viviez au quotidien. Et c'est un truc assez terrible en fait. Et moi on parlait des hommes au début et de cette prise de conscience. Moi j'ai la sensation qu'effectivement les hommes sont moins conscients de ça. Et quand tu parlais Mercedes de la population plus jeune. Effectivement qui n'est pas forcément aussi alerte qu'elle devrait l'être. Ma question c'est, vous, votre rôle aujourd'hui justement par rapport à cette lutte contre les discriminations et le harcèlement en tant que femme leader, comment vous l'envisagez? Parce que c'est une mission presque intrinsèque à ce que vous vivez, mais comment vous essayez de la déployer? Après, nous moi je dirige une entreprise, donc quand il y a un problème... le personne est dehors immédiatement. Donc ça veut dire qu'il y a des garde-fous. Il y en a moins. Ouais. Il y en a moins, beaucoup moins. Il y en a toujours. Il y a toujours des conneries. Parce que ma plus grande difficulté, c'est pas les hommes que je mets dehors. Ça c'est voilà. Il y a les hommes à l'égard des femmes et les hommes entre eux. Hein. Les hommes à l'égard des jeunes, quand ils sont mots. Donc surveiller en général, ok. Mon plus grand problème, c'est quand les filles ne portent pas plainte. Ça me met. Quand par exemple, on m'a disputé parce que Balance ton agency n'était pas content parce que je disais, mais pour moi, c'est un problème, Balance ton agency, parce que dans l'agence, en plus, vous voyez, c'est moi qui dirige, donc en gros, je ne vois pas franchement ce qu'elle risque. Il y a des endroits où peut-être elle risque quelque chose, chez moi, elle ne risque rien. Eh bien, la plainte... Le travail de la plainte, c'est un truc qui perdure. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a rendue fière. Ma belle-fille, un jour, m'appelle et elle me dit écoute, je viens d'appeler le bonhomme qui doit venir réparer, je ne sais pas trop quoi, dans le mur, à l'extérieur de la maison et tout, et il vient de me dire qu'il ne parle qu'à Pierre. Alors, j'ai dit ah bon eh ben non, il ne veut pas me parler, il parle qu'à Pierre, et il parle aux hommes, lui. Ah bon, d'accord. Et donc, je lui dis, moi fille, pourtant lutteuse, je lui dis, oh, c'est pas grave, tu sais, ils sont tellement cons, c'est pas grave, oublie et tout. 10 minutes après, elle m'appelle, elle me dit, je l'ai appelé, je lui ai dit que j'allais à la police, que je portais plainte, ça allait lui coûter très cher, il vient tout de suite. J'adore. Porter plainte, soyons forts, quoi. Si vous... Et parfois, elles s'embrouillent dans des trucs. Elles sont obligées de faire des témoignages anonymes. Il y a plus simple, quoi. Il faut plus accepter. C'est la honte de la victime, hein. On connaît ça.
Et donc le cadre, il est très strict. Les peines, c'est du pénal, justement, tout ce qui concerne le harcèlement et le harcèlement sexuel. Mais le sujet, voilà, c'est qu'il faut oser parler. Et c'est vraiment une difficulté. Et donc, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une situation compliquée. Pour être honnête, tout a été compliqué dans nos vies. On les a vus, les femmes qui séduisaient les hommes de pouvoir. On ne va pas dire maintenant les femmes, elles sont merveilleuses, elles n'ont jamais rien fait. Et puis voilà. Donc il y a un jeu. Donc il y a parfois un jeu un peu compliqué. Et donc c'est hyper dur d'oublier tout ça, de lui dire écoute, sois gentil, ne te balade pas toute nue, quoi, parce que c'est compliqué dans l'agence toute nue, quoi, voilà. Mais c'est pas un problème, tu es très jolie, mais toute nue quand même, Ouais. voilà. Bon, c'est des trucs qui sont compliqués d'un côté ou de l'autre. Quand tu vois l'état des petites filles aujourd'hui, moi franchement j'ai préféré être une petite fille de mon temps qu'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, c'est monstrueux. C'est-à-dire, on leur parle de séduction, elles ont 7-8 ans, elles font un truc, et comment être belle, et comment truc, et tout, 7-8 ans, quoi. Donc, et ça, c'est violent. Les gamines se suicident aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant, parce que la pression sur le corps, sur la beauté, hypersexualisation c'est hyper sexualisé, quoi. On voit des trucs invraisemblables. Alors qu'il y a un moment dans la vie où il faut plus leur dire globalement qu'elles sont formidables pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles apparaissent et qu'il faut qu'elles se déguisent. Les filtres, les trucs, faut arrêter, quoi. Et toi, Malena, tu vois, je me posais la question d'un point de vue très terre-à-terre et opérationnel en tant que dirigeante. Est-ce qu'il y a une stratégie où tu mets en place des leviers, des actions, des garde-fous justement pour être sûr voilà, d'être alerté sur les discriminations, ce genre de choses? Je suis touchée par tout ce qui vient d'être dit parce que je pense que derrière ce qui se dit, c'est qu'il y a la peur de porter plainte, la peur d'être une victime, la peur de représailles. Je pense que dans tous les postes de dirigeants d'ailleurs que j'ai eus ces 10 dernières années, à chaque fois, j'ai vu dans les échanges que j'ai eus sur les discriminations, les violences, le harcèlement de femmes ou d'hommes d'ailleurs, c'est très vrai ce que tu dis Mercedes, cette peur de représailles par l'entreprise ou même d'ailleurs par les collègues, les autres, pour des situations qui sont complètement différentes. À chaque fois, c'est des situations différentes. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, en tant que dirigeante et en tant que personne, quand on est dirigeant, quand on est à la tête d'une entreprise, il faut avoir le courage de dire, de répéter, de re-répéter ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne manque pas de ce courage. Et au-delà de s'exprimer dans des instances sur ce qui n'est pas acceptable, c'est dans le quotidien. Parce que ça se passe dans le quotidien, de façon insidieuse. Et les gens parfois ne se rendent pas compte, par leurs mots, de la violence qu'ils peuvent générer. Et c'est dans ces petits moments-là où aussi, quand on en est témoin, il faut pouvoir recadrer la situation. Parfois, ce n'est pas très grave. Parfois, ça l'est plus. Et c'est très important que le dirigeant, l'équipe dirigeante, tous les managers, parce qu'on est nombreux dans les entreprises à diriger les gens, de pouvoir avoir cette réflexion et ne pas l'oublier. Et puis après, il y a des outils. On parlait tout à l'heure, tu parlais, Marie-Sophie, de la possibilité de dire anonymement ou pas qu'on a été victime. Aujourd'hui, on sait que dans toutes les grosses entreprises ou les entreprises qui ont mis des moyens pour lutter contre les discriminations, contre le harcèlement, contre les violences, nous, on a un outil qui s'appelle Speak Up, qui est très bien fait, sur lequel on communique, on recommunique, et on peut traiter justement ces situations grâce à ça aussi. Je reviens sur un autre sujet, peut-être un tout petit peu plus léger, mais dans la droite ligne de cette osmose vie pro, vie professionnelle, vie personnelle. La question que j'ai, c'est est-ce que la flexibilité du temps de travail, le télétravail, sont aussi des accélérateurs justement de se dire j'améliore ma qualité de vie? Et est-ce que je vois un petit doute côté Mercedes, mais... renvoyons-les à la maison, ça va être formidable. Donc bonne ou mauvaise idée en fait, c'est ça, c'est-à-dire est-ce que ça va avoir plutôt un effet perfide? C'est pas le moment le plus idéal pour faire ça, parce qu'on n'est pas à égalité. Donc on a mis longtemps à les faire sortir de la maison. Hein, et quand elles font la maison, moi je suis désolée, je les entends. Hein, j'entends les enfants derrière, j'entends...
plein de choses qui ne devraient pas avoir lieu. Et d'ailleurs, la période Covid, désolé de revenir sur cette On a période-là, a été vraiment un gros révélateur en fait de oui. dire en fait les maris à la maison disaient les des hommes violences, des violences qui montaient, tout à fait. la fatigue. 36 ans, on a perdu 36 ans pour accéder à l'égalité grâce au Covid. Donc voilà, j'ai pas. Moi j'aimais bien le temps à la maison quand c'était pas la légalité. C'était plus simple, ça se faisait de façon naturelle. Moi, ce que je regarde, où travaillent les gens, je m'en fous. Moi qui travaille, complètement égal. Mais là, c'est devenu... et là, j'ai vu des filles arrêter les nounous, les jours J. Et puis voilà, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il va y avoir un écart entre ceux qui restent... et ceux qui vont beaucoup en télétravail. Je pense que les patrons iront moins en télétravail. Tout à fait. Moi, comme je voudrais que les filles deviennent patronnes, parce que c'est sympa, qu'on en ait pas mal qui montent, etc. On n'est pas tous obligés d'être patronnes, mais c'est pas mal qu'il y en ait. Je pense qu'il faut gérer, il faut se méfier. Il y a de nouvelles mauvaises habitudes qui ont été prises, que je peux constater dans des calls où quand tu dis on a arrêté la nounou et on se dit ah ben ça fonctionne, on continue d'arrêter la nounou. Donc en fait on est monté d'un cran sur ce que tu disais où les femmes sont épuisées. Il n'y a pas longtemps j'étais dans un call où j'ai surpris une de mes collaboratrices faire une tâche pendant le call et je me suis dit la pauvre, ça ne doit pas être facile pour elle. Donc on en a rigolé, mais finalement derrière tout ça il y a la fatigue, le fait de faire tout le temps 2 tâches. Et j'ai jamais vu un homme faire 2 tâches pour l'instant depuis le Covid, non. Oui. Enfin, 2 tâches comme ça. Une tâche ménagère en même temps que de parler boulot. La bouffe en même temps, c'est un peu compliqué. Il y a aussi un autre critère dont on n'a pas parlé, c'est que dans les inégalités donc de salaire, il y a plusieurs critères. Il y a le fait que les femmes elles n'occupent pas le même type de fonctions que les hommes, mais aussi parce qu'elles travaillent moins. Elles sont en temps partiel, elles demandent du temps partiel. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Ouais. Tant qu'on aura en fait des femmes qui vont moins travailler que les hommes, on aura aussi un problème à la fois de rémunération, mais aussi finalement de progression aussi, et éventuellement de prendre des responsabilités. Et les chiffres sont redoutables là-dessus, de regarder la pauvreté, elle est plus forte chez les femmes. Ouais. Moi, je fais un truc redoutable, bon, j'ai un peu honte. Quand les filles arrivent à l'agence, en général, je me débrouille dans la conversation de l'air de rien, de donner les moyennes. Elles sont très amoureuses, elles viennent de se marier, etc. Je donne les moyennes du divorce. Je dis à tel âge on divorce, en général en France, etc. Parce que se retrouver avec moins d'argent, parce que là, on n'a pas parlé de ça, mais il y a un vrai cours à faire sur l'argent. On a une relation assez étrange à l'argent. Moi, je l'ai, cette relation. J'aime pas l'argent de la bourse. J'aime pas l'argent qui n'est pas gagné. C'est bizarre, quoi. Les filles, on est bizarre sur l'argent. Et on peut expliquer comment elles se débrouillent pour avoir moins d'argent, que quand elles sont lâchées, elles ont moins d'argent. Elles ont perdu, elles n'ont pas la même retraite, elles se sont sacrifiées. Combien de femmes, avec Force Femmes, on a entendu nous raconter les sacrifices qu'elles avaient faits pour se retrouver toutes seules et en charge. Et les familles monoparentales, on sait très bien à quel point elles sont femmes et féminines et à quel point c'est difficile. Il y a d'autres chiffres qui sont effrayants. Donc je pense que les garçons qui sont là, vous n'êtes pas là-dedans, j'espère. Mais globalement, les enfants malades, mais vraiment malades, autistes, problèmes, ce sont les femmes qui s'en occupent. Moi, j'ai un enfant malade et je travaille beaucoup avec le médecin qui le soigne. Et il est obligé de dire aux parents, de toute façon, c'est elle qui s'en occupe. Et plus la maladie est grave, et plus c'est elle qui s'en occupe. Donc, il faut faire gaffe à toutes ces histoires pour permettre un minimum de confort pour les filles. Et donc, il ne faut pas les basculer dans du temps partiel. Qu'elles en donnent au moins la même chose au bonhomme avec qui elles habitent. Temps partiel, on fait tous les deux, si tu veux. Je vais poser une question un peu probablement saugrenue. Vous pouvez me jeter vos micros au visage, pas de sujet. En fait, à vous écouter, on comprend on comprend, on le voit de toute façon dans nos quotidiens,
qu'effectivement, il faut fournir 120% d'efforts par rapport à ce qu'un homme fournirait, peut-être même 150 d'ailleurs, tout simplement, entre la charge mentale, le travail. Et il y a une vraie injustice, c'est-à-dire de se dire, en fait, je dois me défoncer 3 fois plus qu'un homme pour un poste équivalent. En fait, est-ce que ça devient un moteur, à un moment donné, justement, pour aller se battre et justement baliser la suite pour d'autres femmes? Ou est-ce que parfois on se dit, en fait, j'ai envie de baisser les bras, ça me saoule. Où est-ce qu'on va chercher l'énergie en fait supplémentaire pour encore aller baliser pour les autres? Pose la question à nous 3. Ouais, bien sûr. On va pas baisser les bras. On va pas baisser les bras. C'est trop sympa que les femmes gagnent bien leur vie. C'est trop sympa qu'on aille vers une... je sais pas, il faut croire dans le futur... Pas uniquement donc il y a une notion, dans le futur de la planète. Il y a une notion où vous avez foi dans le futur et de se dire en fait, bien sûr, on est en train de bouger les choses et ça va continuer. Et puis moi je crois que en fait c'est les hommes et les femmes qui vont changer. C'est bien que les femmes moi j'adore les femmes, elles sont merveilleuses. Quand même c'est génial qu'elles se préoccupent de la vie, c'est génial qu'elles soient concrètes. Et à un moment donné, on a envie de dire au mec, occupe-toi de la vie là, on est dans la vie. Arrête de parler, on est dans la vie. Donc c'est très bien ça. Elles ont des super qualités, les femmes. Elles bossent plus que les hommes. Bossent plus. Déjà beaucoup plus depuis toujours. Mais globalement, ceci étant, il faut qu'elles changent aussi. Parce qu'on n'est pas content que les femmes manquent de confiance. C'est triste. On veut pas. On veut qu'elles aient de l'audace. Qu'elles disent « moi aussi j'ose aller là, moi aussi j'ai droit à cette ambition-là ». On ne veut pas qu'elles pensent qu'elles sont mères à vie et que mères à vie. Elles ne sont pas que ça, les femmes. Donc on veut qu'elles changent. Puis on veut que les bonhommes ils changent aussi un peu. Ils ont des vraies qualités. L'audace, c'est formidable. On ne va pas leur enlever leur audace. Mais on aimerait bien que leur vie soit un tout petit peu plus équilibrée, plus intéressante, que quand ils font des enfants, ils s'en occupent vraiment. Mais je reviens sur un truc que disait Malena tout à l'heure et je pense que c'est très important, c'est la notion de courage et à la fois de courage dans le couple, la famille, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, mais le courage en entreprise aussi. Donc il faut que les conditions soient réunies pour, mais effectivement cette notion aussi d'entraide entre femmes, elle permet aussi un développement de courage, non? Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être un bon générateur de courage et de se dire, en fait... sororité. Ouais, exactement, pardon, ouais, tout à fait. Moi, je trouve que ça, c'est monté. Tu vois, je trouve que quand moi, je suis arrivée dans le métier, on m'a dit, il y a des clientes femmes, tu vas jamais t'entendre. J'ai commencé, pourquoi je ne vais pas m'entendre avec des clientes femmes? Je me suis toujours entendue avec les clientes femmes. J'ai aucun problème avec les clientes femmes. Et puis tu peux ne pas t'entendre avec une cliente. C'est pas grave. Femme, peu importe, c'est pas. Mais je me suis plutôt bien entendue avec les clientes femmes. Et je trouve que ça a bougé la sororité. Je trouve que d'abord parce que les filles, elles ont fait des choses quand même. Par exemple, le fait de faire. Au début, je comprenais pas très bien. Tout le monde me demandait toujours d'expliquer ma vie, mes enfants, mes trucs. Je disais, ouais, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux bien vous raconter comment j'ai fait mes enfants, mais voilà. Après, j'ai compris. C'est l'humain, c'est trop dur. Donc, elles ont besoin d'un autre récit, qu'on leur dise la vérité, que tout n'a pas été simple, que parfois c'est hyper dur. Donc, ça, le fait que les filles, elles viennent entendre d'autres filles, le fait qu'il y ait des réseaux de femmes, qu'elles se disent on peut mieux se raconter notre histoire quand on est entre nous, qu'elles osent se dire des choses comme ça. Je pense que oui, il y a une sororité, enfin en tout cas moi je la ressens très fort. Et de toute façon moi j'ai eu que des femmes pour me soutenir, beaucoup plus que des hommes. Les femmes m'ont beaucoup soutenu. Donc je les trouve super sympas les filles. Marie-Sophie, Malena, c'est votre cas aussi. Vous avez la sensation que la sororité, c'est quelque chose qui se renforce et qui doit être développé, que vous vivez aussi au quotidien? Au quotidien, c'est de créer un climat dans l'entreprise. Tu le disais, les clubs de femmes de ces 20 dernières années, on a vu dans les entreprises dans lesquelles je suis passée, il y a des femmes qui ont pris des initiatives. Moi-même, j'ai pris des initiatives et je pense que c'est important de pouvoir créer ce climat. Encore une fois, c'est de le dire, de le faire, de pouvoir créer des échanges, le porter. Dans mon exemple personnel, je vois que plus j'avance dans ma carrière, par exemple sur LinkedIn, je suis très sollicitée par des femmes qui me demandent des conseils, qui me demandent des rendez-vous. Et honnêtement, j'économise jamais
un rendez-vous pour une sollicitation, pour un conseil, pour dire ce que j'en pense, parce que il y a un moment donné, il faut être dans les faits aussi, parler, infuser et aussi agir. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que je fais dans mon quotidien. Oui, alors justement, nous, on a créé un club qui s'appelle Femmes du MEDEF Paris, parce que c'est donc une initiative au plan national. Et en fait, ce club, quand on a voulu le décliner à Paris, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut en fait pour ce club ? D'abord, on s'est dit, c'est un club qui s'appelle Femmes, donc on va parler de vraiment, de parcours de femmes emblématiques, ce qu'on appelle les rôles modèles. C'était vraiment important pour nous de dire justement à toutes les femmes, voilà des femmes qui ont réussi une partie de carrière ou qui ont aussi des échecs, et elles vont venir partager avec vous ce qu'elles ont vécu. Ça, c'était important, et ça va être ouvert aux hommes. Ça, pour moi, c'était vraiment l'autre chose. Et d'ailleurs, on est content, ça existe depuis maintenant plusieurs années. Petit à petit, on arrive à convaincre les hommes que c'est pas parce que ça s'appelle Femmes du MEDEF Paris que c'est pas pour les hommes. Alors, il y en a toujours 2-3 qui font « Oh là là », comme hier soir encore, on avait un accueil des nouveaux. Il y en a un qui dit « Oh, les femmes, voilà ». Nous aussi, on va créer un club des hommes, par exemple. Mais il ne faut pas répondre. Je ne réponds pas, moi, généralement, à ça. De marbre, alors là, pas du tout. Pas d'ailleurs. Bien sûr, voilà. Tu peux aussi le mettre face à ses contradictions, d'ailleurs. Non, alors je lui dis, mais écoute, ok, on le crée ce soir, c'est bon, vas-y, fais-le, et puis on n'en parle plus. Comme ça, tu auras ton club d'hommes. Et puis, bien sûr, il n'a pas voulu le créer, mais ça, c'est une autre chose. Mais voilà. Et donc, et c'est vrai que comme on avait aussi des femmes vraiment assez emblématiques qui sont venues parler à d'autres femmes et que c'est plutôt très sympa, et bien finalement, on se rend compte que de plus en plus d'adhérents hommes viennent, et en fait. Et ça, moi, je suis contente parce que c'était vraiment une idée de, à la fois quand même qu'on se retrouve autour du sujet de la femme, en fait, mais de la femme dans l'entreprise, mais avec des hommes. Ça, voilà, c'était un sujet important. Donc, on peut avoir un sentiment de sororité sans exclusion des autres. Je continue avec toi, Marie-Sophie, si tu me le permets. Pas comme à l'Automobile Club, parce que je raconte une histoire il y a très longtemps. Je vais à l'Automobile Club et on me dit rendez-vous, madame, au 2e, parce qu'il y a le restaurant. Et là, je décide de monter à pied, sauf que les étages sont très hauts. Et donc, moi, je montais, je devais penser à autre chose. Et j'ouvre une porte. Je pensais être au 2e étage. Et là, il y a un monsieur qui me fait « Madame, ne rentrez pas, c'est interdit aux femmes. » Et je me dis « Mais on est en France ?» Dans les années 2000, c'est 2000. Et là, je me dis... C'est toujours interdit. Oui, c'est interdit. Et là, j'ai déjà essayé de rentrer. C'est quoi ce monde ? Non, mais c'est quoi ce monde ? Je suis restée comme ça. Et en fait, et je vous rassure, les messieurs n'étaient pas en petite serviette, j'étais pas entrée dans un gymnase. Ils étaient tout à fait normaux, assis dans des fauteuils en cuir. Et voilà, donc ça, c'est des choses. Et il y a des endroits, effectivement. Et c'est pour ça que moi, quand l'histoire de Femmes du MEDEF, je pensais que c'était vraiment important de ne pas avoir ce côté-là. C'est pas parce que certains le font que nous, on doit le faire. Voilà. Et dans le prolongement de ta réponse, je reviens sur une question, je reboucle, on évoquait ça au départ, sur effectivement les tailles d'entreprise et de se dire que finalement, plus on montait dans les tailles d'entreprise, moins il y avait de femmes dirigeantes. La question que j'ai, pareil, elle peut être un peu simpliste, mais je suis quand même assez curieux, c'est est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels effectivement, en fait, finalement, c'est très encourageant, il y a des très bons élèves, il y a des cas à suivre, etc. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sortent plus que d'autres, effectivement, dans cette mouvance de femmes leaders ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais effectivement, tout ce qui est lié à la RSE, tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire, c'est là où il y a plus de femmes. Voilà. Et dans le numérique, dans le financier, mais ça, c'est plutôt dans le sujet. Tout ce qui est... Tout ce qui est... En fait, tout ce qui est pécunier, c'est pas le cas, c'est ça ? Tout ce qui est important pour les hommes, c'est-à-dire ce que je racontais sur Marie-Christine Lombard, à savoir qu'au demeurant, il faut le profit est hyper important. Il vous regarde toujours d'une façon un peu mignonne quand vous parlez de ces sujets. C'est sympa, quoi. C'est sympa, c'est bien d'en parler. C'est là où je trouve que, parce qu'il y a aussi des garçons qui veulent changer le monde et tout, c'est là où je trouve que ça apporterait un bel équilibre. Probablement le capitalisme évoluerait. C'est-à-dire, on est les femmes, parce que, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'on est pareil que les hommes, parce que notre histoire nous a bâtis différemment. Et que du coup, avec les garçons, peut-être qu'on peut reconstruire un monde un tout petit peu plus intéressant, quoi, un peu plus équilibré, avec une écologie sociale aussi qui ait plus de sens. Et ça, on a besoin. Mais c'est encore très caricatural, parce que 20% de femmes dans le numérique, c'est quand il y avait l'informatique. Donc, en fait, quand c'était pas un signe de pouvoir, le numérique, l'informatique, il y avait 30% de femmes.
Maintenant que le numérique est devenu signe de pouvoir, 20%. Donc, je sais pas, c'est comme si on était toutes des nouilles, quoi, et qu'on allait plus c'est valoriser et moins on y va, quoi. Et c'est ça le boulot qu'il faut faire devant les parents. Moi, je dis à l'État français, mais faites de la com. Du premier jour au dernier jour, moi, j'ai toujours proposé de faire tout gratuit, mais ils veulent pas. Ils veulent pas la faire. Il y a des campagnes qui montrent qu'une fille en sciences, c'est merveilleux, que ça doit pas faire peur, etc. Ça, c'est un des vrais gros leviers si vous avez des petites filles, si vous pouvez pendant quelque temps les forcer à faire des sciences, ça nous arrangerait parce que c'est un vrai souci. Si on sort, on parle des biais et tout, mais c'est bourré de biais, quoi. On rigole quand on voit Mad Men, mais aujourd'hui. Oui, il y a encore quelques traces. Il y a beaucoup de traces présentes. et on est dans... On avait fait un film où on avait suivi une femme qui avait fait des études scientifiques il y a une vingtaine d'années. Elle retourne dans l'école centrale où elle a étudié. Elle rentre dans la salle de cours. Elle dit « Ah ben c'est pareil qu'avant. » Ben oui. Pourquoi ça n'a pas bougé, ça, hein? Donc ça... Moi, je crois qu'on a quand même de l'influence sur nos enfants. L'éducation peut le faire, l'école peut le faire, on peut expliquer des tas de choses. On a proposé que les femmes scientifiques aillent raconter dès la 6e aux petites filles en quoi c'est magique et merveilleux, des choses comme ça. Sinon, elles n'y arrivent pas, quoi. Elles voient pas, il n'y a pas de modèle. Donc c'est très compliqué. Mercedes, Malena, Marie-Sophie, merci beaucoup déjà pour tous ces partages d'enseignements, de vision, coup de gueule aussi, mais à juste titre d'ailleurs. Avant de passer aux questions de l'audience, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, des choses que vous aviez envie d'évoquer, que vous aviez sur le cœur ou pas, avant de passer aux questions de l'audience? Non, mais moi je voudrais juste dire que les filles c'est formidable. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord. comme c'est formidable, et comme voilà, allez-y. Et je pense que choisissez des garçons qui trouvent les filles formidables. Ça, c'est très bien. Vous savez, moi, il a beaucoup de défauts, mon compagnon, parce qu'il est resté à la maison, donc je croyais qu'il allait tout faire. Comment vous dire, hein? Et alors, ça s'est pas passé comme prévu? Non, ça s'est pas passé comme prévu. Il est resté comme un garçon. J'avais une grande stratégie, c'était de l'envoyer... faire voir avec 5 garçons, j'avais des problèmes médicaux, quoi. Fallait l'envoyer chez le médecin et tout ça. J'ai dit bon, ça c'est simple, ça c'est toi. Oui, bien sûr. J'ai arrêté parce que quand il revenait de chez le médecin, je lui disais alors qu'est-ce qu'il a dit sur Jean? Ah, le médecin il est hyper sympa. Non mais je m'en fous sur Jean, exactement. Donc c'est compliqué. En revanche, j'ai eu une chance et je pense que ça c'est pour important. Les filles ne choisissez pas n'importe qui. Moi, mon bonhomme, il est content quand ça va bien pour moi. Il est content, il est fier. Je reçois une médaille, il est fier. Il me dit, mais là, c'est très important et tout. J'ai vu des femmes de mes générations me raconter des horreurs sur les mecs qui les laissaient tomber parce que tout d'un coup, elles grimpaient. Mais on laisse pas tomber les êtres humains parce qu'ils qu'en avancent. fait, ça doit être aussi ton sparring partner, quoi. Oui, en tout cas, chacun... D'abord, il faut jamais avoir de mépris pour le travail de l'autre. Comme il y a un écart du côté de l'homme sur la femme, combien de fois on a dit aux filles, mais c'est pas la peine que tu travailles. Mais de quoi je me mêle? C'est pas parce que je gagne moins que mon travail n'est pas important. Donc, il faut avoir cet équilibre de respect. L'un et l'autre, c'est très important. Et il faut choisir des hommes qui sont contents quand leur femme avance. Donc, moi, j'ai 2 conseils. Vous trouvez bien, sympa. Trouvez-vous bien. Vous êtes très bien, très belle, tout bien. Et 2, choisissez un mec qui vous trouve bien. Voilà, c'est tout. Merci à toutes les 3. Ou une femme. Hein. Il n'y a aucune... un homme, une femme, ça m'est égal.